Aujourd'hui, je vais vous parler du Bangladesh. C'est un pays qui est mal connu, très peu touristique, dont les médias ne parlent que s'il y a un cyclone ou des inondations. Or, c'est un pays qui a un très fort patrimoine, une longue histoire, une croissance soutenue et où les investisseurs délocalisent. Donc aujourd'hui, faisons un peu connaissance avec le Bangladesh. Le Bangladesh se trouve au nord-est du sous-continent indien. Il s'ouvre sur l'océan Indien, dans le creux du golfe du Bengale. Ses voisins directs sont l'Inde et la Birmanie, et ses frontières sont un legs de l'Empire britannique des Indes. La partition de 1947 scinde l'Empire entre l'Inde, majoritairement peuplée d'hindous, et le Pakistan, majoritairement peuplé de musulmans. À l'époque, ce pays est comme formé par deux ailes, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, séparés par 1600 km de territoire indien. En 1971, le Pakistan oriental, soutenu par l'Inde et l'Union soviétique, fait sécession du Pakistan occidental et devient un nouvel État, la République du Bangladesh. Alors faisons un petit peu connaissance. La capitale du Bangladesh, c'est Dhaka. Le pays fait 144 000 km², soit 4 fois moins que la France. Et l'essentiel du territoire est formé par un immense delta, lui-même formé par la confluence de deux fleuves qui viennent de l'Himalaya, le Gange et le Brahmapoutre. Grâce aux alluvions déposées par ces fleuves, ce delta est l'une des régions les plus fertiles de la planète. Le riz, le thé, le jute sont les principales productions agricoles et l'agriculture est favorisée de plus par le climat tropical et les pluies de mousson. Le Bangladesh dispose aussi d'importantes réserves de gaz naturel. Une vingtaine de champs sont exploités. C'est la principale source d'énergie du pays, mais les investissements dans le secteur ont été négligés et les infrastructures manquent. L'économie de ce pays se porte bien. En 2012, le Bangladesh affiche un taux de croissance de 6,3%. C'est un chiffre qui est semblable à la moyenne des 10 dernières années. Alors cette croissance est tirée premièrement par le dynamisme de la consommation intérieure, car le pays compte 161 millions d'habitants. C'est le pays le plus densément peuplé au monde, avec 1118 habitants au kilomètre carré. Pour rappel, en France, la densité est de 119 habitants au kilomètre carré. Près de 99% des Bangladais sont de l'ethnie bengali et 90% sont des musulmans, ce qui fait du Bangladesh le quatrième pays musulman au monde, après l'Indonésie, le Pakistan et l'Inde. Et les 10% restants sont principalement des hindouistes. Aujourd'hui, 15% de la population bangladaise vit dans des agglomérations de plus d'1 million d'habitants. En 2012, Dhaka comptait 15 millions et demi d'habitants et en 2025, elle en comptera à peu près 23 millions. Ce sera la 8e plus grande agglomération au monde. De même, les villes de Chittagong, Khulna, Rajshahi vont voir leur population littéralement exploser. Regardons maintenant un deuxième moteur de croissance, l'importance des transferts des migrants. La majorité des 7,5 millions de Bangladais qui résident à l'étranger travaillent dans la péninsule arabique, notamment en Arabie saoudite, au Qatar, dans les Émirats arabes unis et à Oman. Ils envoient de l'argent à leurs familles qui sont restées dans le pays, et au total, ces transferts de fonds représentent plus de 12% du PIB bangladais, soit environ 10 milliards d'euros. Et puis, dernier facteur de croissance, le plus important, c'est l'industrie textile. C'est la première industrie du pays. À elle seule, elle représente 80% des recettes d'exportation. Le secteur a connu une croissance de 30% en 2011, ce qui place le Bangladesh au second rang des exportateurs de vêtements dans le monde, derrière la Chine et devant l'Inde. Mais si l'industrie textile bangladaise est si compétitive, ce n'est pas grâce aux matières premières qui proviennent essentiellement d'Ouzbékistan et d'Inde, mais grâce au coût de la main-d'œuvre qui est très bon marché. À Dhaka, le salaire mensuel est de 38 € par mois environ, et à titre de comparaison, sachez qu'il est de 157 € à Jakarta en Indonésie, 303 € à Mumbai en Inde et 404 € à Pékin en Chine. Alors c'est pour cette raison-là que de nombreuses entreprises européennes quittent la Chine côtière pour aller se relocaliser à Dhaka.
Certaines entreprises chinoises aussi y délocalisent leur production, à l'image de Wankel, le plus grand détaillant d'habillement en ligne chinois, qui a transféré une partie de sa production des centres industriels de Shanghai et de Canton vers Dhaka. Les résultats sont bons pour le secteur textile et le Bangladesh affiche un taux de croissance élevé depuis longtemps, mais tout de même tout cela se fait au prix de conditions de travail déplorables dans les usines. Il y a eu de nombreuses manifestations d'ouvriers, notamment fin 2012, après l'incendie de l'usine Tasreen Fashion dans la banlieue de Dhaka, qui a coûté la vie à 112 personnes. Donc il n'est pas étonnant que ce pays figure toujours parmi les États les plus mal lotis au monde. Le revenu national brut par habitant, en parité de pouvoir d'achat, n'y est que de 1 430 € par an, c'est-à-dire le niveau de la Corée du Nord. Et puis c'est un pays corrompu. Selon Transparency International et son Corruption Perception Index de 2012, l'indice du Bangladesh est de 26, sachant que 0 est celui d'un pays perçu comme corrompu et 100 celui d'un pays considéré comme propre. Alors l'objectif des autorités bangladaises et de la première ministre, Sheikh Hasina Wajid, est de passer du groupe des pays les moins avancés au groupe des pays à revenus intermédiaires d'ici 2021 pour le cinquantenaire de l'indépendance. Regardons maintenant du côté de la politique régionale. Le Bangladesh a une position singulière, il est comme enclavé à l'intérieur du territoire indien, et les relations avec ce grand voisin, marquées par des différends historiques, se sont récemment améliorées. Dhaka et Delhi ont résolu leurs différends frontaliers dans l'état du Bengale occidental, côté indien, et la division administrative de Rangpur, côté bangladais. En septembre 2011, en effet, les deux États ont pu conclure un accord visant à l'échange d'enclaves. Les 55 000 habitants vivant dans ces territoires sont désormais libres de continuer à vivre dans leurs enclaves ou bien de partir pour le pays de leur choix. Cela dit, il y a toujours le problème du partage des eaux du Gange et du Brahmapoutre qui traversent le territoire indien avant de rejoindre le territoire bangladais. L'Inde est en position de force et la réduction du débit des fleuves en amont est problématique pour Dhaka, situé en aval, car près de la moitié des Bangladais vivent de l'agriculture. Alors de nombreux paysans bangladais passent en Inde afin d'y chercher de la terre à cultiver. Entre 10 et 20 millions de migrants illégaux vivraient dans les États indiens frontaliers du Bangladesh. C'est donc pour empêcher un afflux massif d'immigrés bangladais que le gouvernement central indien est en train d'achever la construction le long de la frontière indo-bangladaise de la barrière la plus longue du monde, 3 286 km de long. Mais la frontière reste poreuse et c'est le haut lieu de toutes sortes de trafics. L'autre voisin du Bangladesh, c'est la Birmanie. Entre la division de Chittagong et l'État birman de l'Arakan, des tensions persistent au sujet des Rohingyas. Plus proche culturellement des Bengalis, cette minorité musulmane d'environ 800 000 personnes vit dans l'État de l'Arakan, majoritairement bouddhiste. Fuyant les persécutions exercées à leur encontre depuis une vingtaine d'années, environ 250 000 Rohingyas résideraient sur le territoire bangladais, dans et autour des camps officiels de Kutupalong et Nayapara. Mais depuis le début des années 90, Dhaka refuse d'enregistrer les nouveaux réfugiés. Or, les autorités birmanes, qui ont déchu les Rohingyas de leur nationalité, refusent de leur côté de les rapatrier. Durant l'été 2012, face aux affrontements violents opposant bouddhistes et Rohingyas en Birmanie, le Bangladesh a réagi en fermant ses frontières. Alors malgré ces tensions, c'est pourtant à travers cette frontière que Pékin cherche à relier le port de Chittagong à la Chine en passant par la Birmanie. Les autorités chinoises financent la construction de ce port en eau profonde, car le Bangladesh se trouve à proximité des routes alternatives par lesquelles Pékin s'approvisionnera en pétrole au Moyen-Orient. La Chine est aussi l'un des principaux investisseurs au Bangladesh, notamment dans les domaines de l'énergie et de l'industrie. Et puis il y a un dernier problème que je voudrais évoquer, c'est le changement climatique. Il aura des conséquences directes sur le pays car il entraîne l'accroissement des précipitations pendant la mousson, une fonte accélérée des glaciers de l'Himalaya. Résultat, on a une montée du niveau de la mer.
Vous voyez sur cette carte où pourrait se situer la nouvelle ligne de côte vers la fin du XXIe siècle, après une montée des eaux de environ 1 mètre, évaluée par le GIEC. Suivant les diverses estimations, entre 2025 et 2050, déjà sur une population estimée à 186 millions de personnes, 14% pourraient devenir des réfugiés climatiques. Or, la situation est particulièrement sensible dans la capitale, Dhaka, qui connaîtra en 2025 la croissance démographique la plus forte d'Asie, au moment même où les rives des fleuves pourraient se fragiliser puis s'effriter. Pour ce pays, on est donc face à la contradiction suivante. Le Bangladesh pourrait quitter le groupe des pays les moins avancés du fait de sa croissance qui est soutenue et régulière. Et au moment où cela peut se révéler possible, en fait, le pays est extrêmement exposé aux conséquences du changement climatique. Voilà pourquoi il m'a semblé intéressant d'étudier le Bangladesh, parce qu'il est représentatif aussi de la région Asie-Océanie. En fait, on est un petit peu surpris de constater que les pays en développement, qui sont les plus vulnérables, les plus exposés, ne sont pas parvenus à se regrouper pour peser dans les négociations internationales sur le climat. Or, il s'agit de leur économie, de leur population, de leur stabilité, et pour certains d'entre eux même, de leur survie. Je vous signale une nouvelle collection de poches consacrée à la géopolitique de l'Asie. La collection s'appelle l'Asie immédiate et le premier volume est consacré aux géants de l'Asie en 2025.